Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 8e matinale de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT, consacrée aujourd'hui aux usages et aux mésusages d'opioïdes en France et au Québec. État d'urgence sanitaire déclaré en 2017 aux États-Unis, la crise des opioïdes qui sévit depuis le milieu des années 2010 en Amérique du Nord fait référence à l'augmentation importante de surdoses mortelles liées aux opioïdes à cause d'une part des taux élevés de prescription de médicaments opioïdes comme le tramadol ou la morphine, et d'autre part à l'apparition de puissants opioïdes synthétiques comme le fentanyl par exemple. On assiste donc à une augmentation globale des usages et des mésusages de ces produits, avec une mortalité galopante aux États-Unis de l'ordre d'environ 100 000 décès par surdose par an. Comme en témoignent ces cartes, aux États-Unis et au Canada, le taux de surdose mortelle lié aux opioïdes pour 100 000 personnes entre 2016 et 2021 n'a cessé d'augmenter avec des disparités territoriales importantes. Par exemple, en Colombie-Britannique au Canada, le taux de surdose mortelle lié aux opioïdes est passé d'un ratio de 15 décès pour 100 000 habitants en 2016 à un ratio de 35 en 2021, c'est-à-dire globalement le double. Aux États-Unis, dans le Kentucky, un des États le plus touchés, on observe un ratio de 25 décès par surdose pour 100 000 habitants en 2016 à 45 en 2021. Cette situation épidémique amène à interroger les acquis et les défis rencontrés par les pays nord-américains pour endiguer cette crise, ce problème de santé publique complexe, et à interroger la situation en France. Aujourd'hui, dans le cadre de cette matinale, on se demande donc quels sont les enjeux du bon usage des opioïdes sur prescription, quelles sont les pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale, notamment dans le traitement de la douleur et de la dépendance, et que peut nous apprendre la situation au Québec. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Authier. Vous êtes psychiatre, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU et à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand. Et vous êtes aussi membre de notre collège scientifique à l'OFDT. Merci beaucoup d'être ici. Nous sommes aussi avec Laura Duprat. Vous êtes chargée d'études à l'OFDT et vous pilotez notamment l'étude sur les médicaments opioïdes antalgiques qu'on appelle aussi EMOA. Nous sommes aussi avec Anna Ndiaye. Vous êtes médecin de santé publique et chargée d'études à l'OFDT et notamment référente sur les questions d'opioïdes et des conséquences sanitaires. Merci beaucoup d'être ici. Et finalement, nous avons l'honneur d'accueillir Richard Cloutier, qui est membre de l'Association des intervenants en dépendance au Québec et enseignant coordinateur des programmes de réduction des méfaits liés aux drogues au ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec. Du fait du décalage horaire, Richard Cloutier interviendra aujourd'hui en différé et depuis Montréal. Merci à tous pour votre présence et pour votre participation. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite à poser toutes vos questions dans l'encart situé à droite de votre écran et nous tenterons d'y répondre après les 3 premières interventions. Sans plus attendre, Nicolas Authier, quels sont les enjeux du bon usage des opioïdes sur prescription en France ? Oui, merci, bonjour. Merci pour l'invitation. Merci à l'OFDT de me permettre de m'exprimer sur ce sujet des opioïdes. Alors, je me trompe de sens. Voilà, on va continuer comme ça. Je vais vous présenter quelques données concernant à la fois les usages et les mésusages, plus spécifiquement des médicaments antalgiques opioïdes. Avec une présentation en 4 temps. D'abord, je vais vous donner quelques données de prescription, pas vraiment de consommation, mais en tout cas de prescription et de remboursement. Je vous parlerai ensuite de quelques données aussi de mésusage, notamment des données françaises publiées sur des mauvaises prescriptions ou des usages non conformes des médicaments antalgiques opioïdes. Et puis, je continuerai avec des points essentiels des recommandations de la Haute Autorité de Santé, quelques points, parce que ce sont des recommandations extrêmement denses. Et enfin, je terminerai en disant un mot sur l'analoxone, cette substance qui est l'antidote des overdoses ou des surdoses, comme on dit en français, aux opioïdes. Alors d'abord, pour commencer, de quoi parle-t-on? Ça paraît une évidence, mais je préfère le redire. En ce qui concerne les médicaments antalgiques opioïdes, vous avez ici la liste des principaux.
je crois même exhaustives, qui sont disponibles notamment en France, mais dans la grande partie des pays dans le monde, avec codéine et tramadol qui sont les numéros 1 en termes de prescription en France, mais aussi l'opium, la poudre d'opium, et puis ensuite la morphine, que l'on connaît bien parce que c'est le chef de file, qui est d'origine naturelle, elle, puis l'oxycodone, le fentanyl qui a été évoqué, qui est 100 fois plus puissant que la morphine, et puis la dihydrocodéine qui est la seule substance que l'on retrouve seule, sans paracétamol, dans des spécialités pharmaceutiques. L'hydromorphone est très peu prescrite, c'est un médicament de deuxième intention après échec des autres médicaments. Et puis on a aussi la buprenorphine et la méthadone, qu'on connaît bien comme des médicaments de substitution, de traitement du trouble de l'usage, mais qui sont aussi à l'origine des traitements de la douleur. Alors, quelques données concernant l'exposition des Français. Et donc, ici, vous avez l'évolution entre 2004 et 2018 du nombre de Français qui a reçu au moins chaque année une prescription remboursée d'un antalgique opioïde. Et l'idée est de voir s'il y avait une inflation de ces prescriptions, comme on a pu l'observer dans certains pays, notamment du continent nord-américain. Eh bien, en France, ce n'est pas le cas. On a même plutôt tendance à avoir une diminution au global du nombre de Français exposés. C'est essentiellement dû à l'arrêt d'une substance qui s'appelle le dextropropoxyphène. Je vais revenir dessus. On a quand même une augmentation des opioïdes que l'on dit forts, c'est-à-dire morphine, oxycodone, fentanyl, de plus 120%, mais on partait de pas beaucoup. On est quand même passé d'environ 500 000 à 1 million de Français traités avec ces médicaments. Essentiellement, c'est lié à une augmentation, on le verra, de l'oxycodone et plus particulièrement dans les douleurs chroniques non liées au cancer. Si on refait un petit focus sur les opioïdes dits à tort faibles, je dis à tort parce qu'ils sont faibles en termes de puissance pharmacologique, mais ils ne sont pas faibles en termes de risque. On voit bien qu'il y a eu l'arrêt du dextropropoxyphène, qui s'appelait le Diantalvic, en 2011 et qui concernait 15% des Français tout de même. C'est sûrement surprescrit, mais avec assez peu de risques finalement. Et puis ça a été imposé par l'Europe à la France. Et donc forcément, il y a eu un remplacement par d'autres traitements comme le tramadol, la codéine. Et donc on consomme un peu moins, mais on consomme différemment. Et ce ne sont pas tout à fait les mêmes substances et les risques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et si on regarde les opioïdes dits forts, donc morphine, oxycodone, fentanyl, eh bien ils ont augmenté, comme on l'a vu, mais ils restent dans une proportion moins importante. Et on a une augmentation d'abord des fentanyls parce qu'on a eu une arrivée sur le marché des fentanyls dits transmuqueux ou à action rapide, qui normalement sont donnés que chez les patients souffrant de cancer, qui ont une action très rapide mais qui ne dure pas longtemps. Et puis on a eu ensuite une augmentation importante de l'oxycodone qui est arrivée sur le marché, donc c'est pour ça que le chiffre est très impressionnant, mais elle est arrivée sur le marché et elle a pris une place très importante, particulièrement dans la douleur non liée au cancer. Alors, concernant quelques données sur les mauvais usages de ces produits, une première étude qui a été publiée en septembre 2022, qui est une étude française qui a concerné plusieurs dizaines de structures douleurs chroniques en France. Et il y a eu 951 patients qui ont été interrogés, des patients traités avec des antalgiques opioïdes depuis au moins 3 mois, pour des douleurs non liées au cancer. Et là, on s'est rendu compte que 44% de ces patients étaient positifs à une échelle de repérage du mésusage, qui est l'échelle POMI, sur laquelle je reviendrai juste après. Et on voit que chez ces patients, on a quand même 81% d'entre eux qui présentent des syndromes de sevrage, 72% qui ont des comportements d'abus, qui prennent plus que ce qui devrait être prescrit. 45% utilisent à des finalités non antalgiques pour mieux dormir, s'anxioliser. Et puis 13% ont des signes de craving, qui sont des signes d'addiction, donc de dépendance psychologique à ces produits. Concernant une autre étude portant plus particulièrement sur les fentanyls transmuqueux, donc à action rapide, 23 000 patients ont été analysés en France sur l'année 2019. Ces 23 000 patients qui ont eu des remboursements de fentanyl à action rapide, eh bien, parmi eux, 51% ont eu un remboursement en dehors de l'indication de l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire soit en dehors du cancer, soit en l'absence de traitement opioïde de fond, c'est-à-dire à libération prolongée, comme un patch de fentanyl, ou bien de la morphine ou de l'oxycodone à libération prolongée. Alors, est-ce que c'est dangereux? Pas forcément, mais ça veut dire qu'on sort quand même de la recommandation et des indications, et c'est comme ça que peuvent débuter des problématiques avec ces médicaments-là. Rappelez quand même dans cette étude, qui est une revue systématique de la littérature, très récente elle aussi, que les problèmes de mésusage ne concernent pas que la douleur non liée au cancer et que chez les patients souffrant de cancer, on peut aussi avoir des problèmes de troubles de l'usage et que cette prévalence a été estimée dans cette revue systématique de la littérature à 8% des patients
traités par des antalgiques opioïdes et souffrant d'un cancer. Donc il ne faut pas oublier cette population-là dans des actions de prévention pour réduire ces risques. Dernière donnée, concernant une enquête réalisée par OpinionWay pour l'Observatoire français des médicaments antalgiques et la Fondation Analgesia. Je vous ai sorti 2-3 chiffres. Plus de 40% des patients qui ont une prescription en cours de tramadol ou de codéine partagent leur traitement avec leur entourage. Donc ça veut dire qu'il y a de l'automédication avec ces médicaments qui normalement sont uniquement sur prescription. Donc ça, c'est un facteur de risque de basculer vers potentiellement des dépendances, voire des accidents, des surdoses. Et puis 89%, c'est-à-dire 9 patients sur 10, ne connaissent pas le risque de surdose avec ces médicaments-là. Donc forcément, ne prenons peut-être pas les précautions suffisantes en cas de douleur pour éviter ce type d'intoxication. Je veux revenir sur quelques points maintenant essentiels des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été publiées en mars 2022 et qui ont nécessité un travail assez long de plus de 2 années avec de très nombreux intervenants qui participent à l'utilisation, à la prescription, à la dispensation des médicaments opioïdes. Et avec une première phrase que j'ai d'abord déjà un peu évoquée, mais c'était important, je pense, de la reprendre, et qui dit que, quelle que soit la puissance pharmacologique des médicaments antalgiques opioïdes, que l'on dit faibles ou forts, leur balance bénéfice-risque, elle est directement corrélée à la posologie. Et donc, les risques, et que ce soit un risque de trouble de l'usage, de dépendance ou un risque de surdose, il est commun à tous ces médicaments opioïdes, et ce sera la dose qui fera le risque, peu importe qu'il soit faible ou fort. Donc il faut se détacher un peu de ces notions-là, qui finalement probablement nous font sous-estimer les risques pour certains d'entre eux, comme le tramadol, la codeine ou la poudre d'opium. Elle nous rappelle ces recommandations aussi, que dans les douleurs aiguës non sévères, il ne faut pas donner des antalgiques opioïdes. C'est ce qui a été fait aux États-Unis, malheureusement, et aussi au Canada, avec des médicaments comme l'oxycodone, pour des entorses, par exemple. Et donc, on nous rappelle qu'il ne faut pas donner ça, et que si on donne un antalgique opioïde, c'est pour une douleur qui sera sévère, et ce sera pour une durée courte. En ambulatoire, ne pas dépasser 14 jours, et après un passage aux urgences, pas plus de 2-3 jours de traitement, pour obliger à la réévaluation de la pertinence de ce traitement. Je vous ai mis quelques douleurs pour lesquelles normalement ce n'est pas recommandé. Colique néphrétique, migraine, bien que 40% des consommations de codeine en France soient pour la migraine, douleurs dentaires, lombalgie commune par exemple. Dans le domaine du cancer, il faut le redire en revanche, les antalgiques opioïdes sont des bons traitements pour traiter la douleur par excès de nociception, notamment par exemple dans des métastases osseuses. Et donc il faut utiliser les antalgiques opioïdes. Probablement qu'on les utilise peut-être pas encore assez, parce que ça fait peur de dire on va prescrire la morphine, ça fait peur aux patients aussi. C'est associé à une notion de gravité, alors que c'est un très bon traitement de la douleur. Donc il faut le redire, dans les douleurs modérées à sévères du cancer, on utilise les antalgiques opioïdes. Et s'il y a une composante neuropathique dans ces douleurs, alors on utilise plutôt les antidépresseurs en association par exemple, ou des antiépileptiques. En ce qui concerne les douleurs chroniques non liées au cancer, eh bien, ils doivent être envisagés, ces antalgiques opioïdes, qu'en dernière intention, après avoir essayé toutes les autres thérapeutiques disponibles. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas fait réellement la preuve de leur efficacité, notamment au long cours. Parce que c'est une chose de traiter des patients pendant 2-3 mois pour une douleur chronique avec un antalgique opioïde, mais c'est très différent lorsqu'on va les exposer pendant 4, 5, 10, 15 ans, où là, effectivement, on risque d'avoir une inversion du rapport bénéfice-risque, avec notamment les risques de dépendance qui vont se mettre en place. Donc on fait attention de ne pas les prescrire, ou alors après avoir essayé toutes les autres stratégies disponibles et accessibles, la HAS proposait de conserver une prescription dans les lombalgies chroniques, l'arthrose, coxarthrose, gonarthrose et douleurs neuropathiques, mais après échec des traitements de référence. Un mot sur l'échelle POMI dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la version française validée en français, qui est une version à 5 questions, dont je ne vous lirai pas les différents items, mais vous pouvez les voir. Et si vous répondez oui à 2 de ces 5 questions, eh bien, vous avez probablement un comportement de mauvais usage qu'il va falloir explorer. Et explorer en termes de finalité d'usage, savoir si ça masque pas, par exemple, une dépression, un trouble anxieux, explorer aussi la réalité peut-être d'une véritable addiction, et puis peut-être aussi une mauvaise prise en charge de la douleur, tout simplement, avant d'aller proposer peut-être à ces patients peut-être d'adapter leur traitement, voire de l'arrêter, avant qu'une réelle dépendance se mette en œuvre. Pour terminer, un mot sur l'analoxone. C'est un outil pharmacologique qui est connu depuis très longtemps, connu dans les hôpitaux, mais qui, avec la crise des opioïdes,
a fini par sortir des hôpitaux et maintenant est devenu disponible dans de très nombreux pays, avec ou sans ordonnance. C'est un outil qui est un antidote, qui est un antagoniste, c'est-à-dire ça va aller se fixer sur les récepteurs où se fixe par exemple la morphine, le tramadol, l'oxycodone, parce qu'il a une plus forte affinité pour ces récepteurs, donc il va chasser le tramadol par exemple, prendre sa place, s'accrocher plus fortement, mais pas très longtemps. Et donc, il va lever la situation de surdose, puisque le tramadol sera plus accroché à son récepteur. Et donc, pendant quelques minutes, ça va permettre effectivement de retrouver des fonctions vitales plus efficaces, et notamment une respiration plus efficace, voire réveiller la personne. Attention, en revanche, ça nécessite des administrations le plus souvent répétées, et l'analoxone en ville, en automédication, si je puis dire, ou par un membre de l'entourage, doit nécessiter au préalable d'appeler les secours, parce qu'il faudra probablement hospitaliser la personne pour s'assurer que l'intoxication passe définitivement, surtout avec des opioïdes qui ont des éliminations lentes, comme cela peut être le cas avec la méthadone, par exemple. Pour Analoxone, je vous ai mis le nom d'un site internet qui a été développé par un collectif de sociétés savantes et d'associations de patients et d'acteurs de l'addictologie qui forme en fait toutes les personnes qui s'intéressent à l'analoxone, comment l'utiliser, comment la prescrire, comment la dispenser. Et rappeler que l'analoxone, c'est un outil à la fois de sensibilisation au risque. Le fait de prescrire l'analoxone, ça sensibilise au risque et donc ça peut réduire l'incidence des overdoses, mais aussi ça réduit la mortalité préhospitalière, puisque lorsqu'on l'administre, on attend plus sereinement l'arrivée des secours. Je terminerai par ces 3 phrases. Rappelez que l'objectif avec les antalgiques opioïdes, c'est de mieux les prescrire, pas forcément de ne plus les prescrire, de mieux les utiliser aussi. Pour ça, il faut former correctement les professionnels de santé, il faut aussi informer les usagers. Et il faut éviter de restreindre l'accès à ces médicaments antalgiques qui sont indispensables, parce que soulager la douleur, c'est une des priorités en médecine et il faut pouvoir la conserver. Dans les pays où il y a eu une réelle crise sanitaire sur les opioïdes, ça devient difficile d'accéder à ces produits, donc ça devient difficile de soulager la douleur, y compris dans le cancer. Et puis attention à la recherche de zéro douleur, notamment dans les douleurs chroniques non liées au cancer. C'est très difficile d'atteindre ce zéro douleur et c'est ce qui parfois pousse à surprescrire les médicaments, antalgiques opioïdes et autres, comme la prégabaline, et qui peut aboutir parfois à des situations compliquées. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas pour cet état des lieux des usages et mésusages et aussi pour vos recommandations ou en tout cas les bonnes pratiques pour utiliser ces produits, notamment dans le traitement de la douleur. Sur ce point, Laura, vous menez actuellement une étude à l'OFDT qui s'appelle EMOA sur les médicaments opioïdes antalgiques et vous vous intéressez notamment aux trajectoires de prescription de ces produits en médecine générale. Qu'en est-il et quelles sont les pratiques qu'on observe en France ? Et bonjour à toutes et à tous et merci Esther pour cette introduction. Et ce que je vais vous présenter est une partie des résultats de l'étude des mois, donc sur les pratiques de prescription et d'usage des médicaments antalgiques opioïdes en France et l'usage donc, dans les cadres du traitement de la douleur non liée au cancer. Cette présentation est divisée en 4 points. Je vais tout d'abord présenter l'enquête et sa démarche et ensuite ses principaux résultats en 3 temps. Premièrement, les déterminants de la décision. Deuxièmement, les situations qui posent problème aux médecins. Et enfin, les logiques professionnelles de prise en charge de ces situations problématiques. Donc, cette étude s'est proposée d'explorer les pratiques de prescription des médecins généralistes et des prescriptions de médicaments antalgiques opioïdes depuis les déterminants de la décision jusqu'aux logiques de prise en charge en passant par les difficultés auxquelles ils et elles font face lorsque ces médicaments sont en jeu. Et pour cela, il a été nécessaire de croiser au sein de la sociologie différentes approches, donc l'approche biographique pour appréhender les parcours d'usage des médicaments, la sociologie des professions médicales pour comprendre les raisonnements des médecins et enfin mettre au centre de l'analyse la dimension organisationnelle de la pratique des médecins permet aussi d'analyser les relations entre les acteurs des soins.
Donc, les réflexions s'appuient sur les récits de 23 médecins généralistes et qui sont dans leur grande majorité issus d'une jeune génération de médecins de moins de 40 ans et marqués par la féminisation. Ces médecins ont été recrutés par plusieurs canaux et ensuite par la méthode boule de neige, ce qui a donné en fait ça a donné accès à une diversité des pratiques. C'est des médecins qui exercent en Île-de-France, en Alsace ou en Auvergne-Rhône-Alpes, en différents contextes organisationnels. En centre de santé, en maison de santé pluriprofessionnelle, il y a des médecins qui exercent, qui consultent en EHPAD ou qui font des remplacements. Ou en centre de santé, je l'ai déjà dit, bon, un cabinet libéral aussi. Et voilà, c'est des entretiens longs aussi qui durent au moins 1 heure. La plupart s'est prêté à l'exercice de préparer en amont de l'échange des cas particuliers de patients qui ont des rapports problématiques avec un antalgique opioïde. Voilà. Donc, l'analyse des types d'usage des molécules donc, dans leur pratique passée et actuelle a permis d'identifier trois éléments qui structurent la pratique des médecins. Premièrement, c'est le travail collectif. En fait, l'apprentissage de la prescription des médicaments antalgiques opioïdes s'est fait initialement en équipe pluriprofessionnelle pour des situations d'urgence, en aigu, en oncologie ou en soins palliatifs. Et c'est cette configuration qui prévaut lors de la prescription des morphiniques en exercice de ville. Et les médecins, voilà, il y a deux conditions nécessaires pour assumer cette prescription. La première, c'est que les médecins doivent être accompagnés par des professionnels plus expérimentés. La deuxième, c'est que le patient doit être accompagné à domicile par une infirmière ou les proches qui va assurer cette évaluation. Donc, la solitude peut donc être un frein. Après, il faut savoir aussi que les rapports des pouvoirs entre collègues, jouent aussi sur le renouvellement des médicaments parfois inutiles. Si à l'internat, les médecins ne se considèrent pas être bien formés ou formés à bien prescrire parce qu'il y a les visiteurs médicaux, les chefs de clinique, les maîtres des stages qui choisissent la molécule à leur place. La dépendance aux collègues jugés plus compétents ou plus spécialisés empêche aussi la remise en question de leur prescription. Et le cas du tramadol est paradigmatique, c'est le médicament opioïde les plus prescrits en sortie d'hospitalisation et les plus renouvelés en ville par les médecins généralistes. Bon. Il y a aussi l'information et les savoirs scientifiques produits et émis aujourd'hui par différents acteurs. Et cela circule partout où sont les médecins, en groupe de pairs, équipe pluriprofessionnelle, hôpital, université, etc. Et cela joue sur les changements de représentation et d'usage des médicaments. La plupart des médecins, tous les médecins qui ont été enquêtés, ils sont sensibilisés au risque des effets indésirables et risques addictifs des médicaments antalgiques opioïdes. Et indépendamment de la source citée, prescrire ou recommandation des organismes sanitaires, les médecins expriment une motivation à limiter la prescription des tramadol, à privilégier parfois la codéine, parfois la poudre d'opium, ou à passer directement à la morphine. Bon, enfin, tout en disposant des savoirs scientifiques, les médecins fondent leur activité et donc les choix de la molécule sur l'expérience pratique. Qu'il s'agisse du retour d'expérience des patients
ou de l'infirmière pour dire que ce médicament a bien été supporté ou pas. De l'expérience du nombre de patients devenus dépendants dans la patientèle ou de l'expérience des médecins, par exemple des médecins qui ont expérimenté des effets de sévrage à l'arrêt d'un antalgique opioïde pris dans le cadre du traitement de la douleur. Voilà, il y a 4 situations qui posent problème aux médecins. Pour les 2 premières, le problème est inhérent aux patients. Et c'est donc les cas des patients qui ont des comportements qui se rapprochent aux stéréotypes des toxicomanes qui vont par exemple demander un antalgique opioïde alors qu'ils n'ont pas mal ou dans l'absence de la douleur. Ensuite, les anciens usagers des drogues qui présentent une douleur pour laquelle un antalgique opioïde est indiqué, mais pour qui le risque de dépendance est fort. Pour les deux autres situations problématiques, le problème identifié est inhérent aux médicaments. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a des incertitudes médicales et un médicament qui se trouve en échec avec la situation douloureuse. Et c'est le cas pour toutes les maladies chroniques caractérisées par la douleur. Et enfin, lorsque il y a tout simplement la prise chronique d'un médicament antalgique opioïde. Ça, c'est problématique. Voilà. Donc, on a toujours noté que par leur connaissance de l'historique des patients et leur contexte familial et social, les médecins généralistes sont les mieux placés pour poser le diagnostic de rapport problématique à un produit, d'accompagner un sévrage, de proposer un suivi, mais leur manque d'implication dans l'identification et la prise en charge des addictions a souvent été expliqué par leur propre représentation vis-à-vis des tendances addictives ou le manque de formation, de compétences, d'expériences pratiques. Cette étude permet d'ajouter un élément décisif qui est les contextes organisationnels d'exercice. Donc, les constats qui émergent du terrain est que cette dimension joue fortement sur le positionnement différencié des médecins dans la prise en charge des situations problématiques. Donc, il y a 3 types de rapports aux situations problématiques qu'il est intéressant d'analyser en regardant les positionnements et l'engagement des médecins dans les processus thérapeutiques des patients et vis-à-vis du rôle assumé aussi par les autres intervenants dans la chaîne des soins. Donc, on pourrait dire que les médecins généralistes se différencient selon la manière dont les problèmes avec les médicaments antalgiques opioïdes vont être internalisés, externalisés ou minimisés. Nous avons ici 3 cas de figure associés à chaque idiotype identifié. Les premiers vont s'impliquer dans l'identification d'un problème avec les médicaments antalgiques opioïdes. Là, c'est le cas d'un patient qui prenait du tramadol depuis 2 ans pour des mal de dos. Et on voit un médecin qui va tout d'abord échanger avec lui sur les risques de mésusage. Ensuite, il va proposer ou travailler avec lui l'envie d'arrêter et finalement coordonner avec d'autres professionnels sa prise en charge. Et là, c'est avec une psychologue de sa propre maison de santé. Les deuxièmes vont externaliser les problèmes en adressant le patient à des spécialistes en addiction ou en douleur ou des centres, voilà. Et là, c'est le cas d'un remplaçant qui ne se sent pas vraiment responsable de sa patiente devenue addict au tramadol. Et à chaque fois qu'il la voit, il represcrit ce médicament parce qu'elle est toujours sa patiente, mais l'addiction n'est plus son problème. Et ce n'est pas vraiment un problème qui est, on va dire, conçu comme en faisant partie du domaine de la médecine générale. C'est presque une tâche pas noble de la médecine. Les dernières vont
minimiser les problèmes, notamment de l'addiction et de la dépendance, lorsqu'il y a une chronicisation de la douleur. On voit ici une praticienne en fin de carrière qui exerce, qui a toujours exercé en cabinet libéral, qui represcrit du tramadol à un patient de 64 ans depuis une dizaine d'années. Et la proximité avec lui, mais aussi son éloignement des réseaux de prévention et des prises en charge d'addiction l'empêche de réfléchir à ce problème et d'apporter une solution. Donc, nous avons ici un tableau qui résume les facteurs explicatifs des trois idiotypes identifiés. Donc, cela permet de voir que lorsque on travaille en réseau, par exemple une maison de santé pluriprofessionnelle ou centre de santé en lien avec une microstructure addiction, et de ce fait, on concentre aussi plus de compétences et de formations et d'expériences pratiques, on aura plus tendance à deux choses, échanger avec nos patients sur ce problème et identifier et prendre en charge les problèmes avec les médicaments antalgiques-opioïdes en équipe et sur place souvent. Et par ailleurs, la vision du rôle de la médecine générale et ce qui est possible ou pas de faire avec un patient devenu dépendant ou un patient qui a un rapport problématique avec un médicament opioïde change à la fois lorsque les médecins manquent des formations, des compétences et des réseaux des correspondants. Donc, ces médecins vont avoir tendance à ne pas trop échanger avec ces patients donc, sur ce problème, soit parce que c'est un problème externalisé pour la colonne numéro 2, ou parce que ces médecins, ils ont aussi des scrupules à adresser ces patients, parce qu'ils craignent la stigmatisation, mais aussi parfois, on peut imaginer qu'ils ont peur du regard d'autres collègues pour les avoir maintenus dans une situation de dépendance avec les médicaments. Donc voilà, en conclusion, et je voudrais souligner que cette étude, en tout cas, soutient l'idée selon laquelle les difficultés des médecins généralistes dans le repérage et la prise en charge des addictions. Et pour comprendre ces difficultés, il faut tenir compte donc, du manque de formation et d'expérience pratique, qu'il s'agisse du retour d'expérience des patients ou de leur propre expérience. On l'a vu, cela pèse autant que les savoirs scientifiques et encourage la surveillance aussi. Mais les difficultés à modifier ou arrêter un médicament qui a été prescrit par un autre professionnel ou ailleurs dans la chaîne des soins tiennent surtout aux difficultés de coopération entre acteurs et aux engagements assumés. Donc, si le modèle à suivre est celui de l'internalisation, il faut savoir que les médecins qui s'en rapprochent, ils ont des parcours exemplaires. Ces médecins qui sont des médecins qui sont habitués à travailler en équipe avec des professionnels de multiples réseaux ancrés sur leur territoire d'exercice et avec qui souvent ils partagent la même manière de travailler ou le même fonctionnement de travail. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous laisse quelques éléments bibliographiques. Je profite aussi, si j'ai 2 secondes, je profite pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'enquête et ceux qui ont participé aussi aux échanges sur les résultats. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura. Du coup, l'étude EMOA qui est financée par le Fonds Addiction, elle sera publiée courant 2023 sur le site de l'OFDT, a priori. Exactement. Ok. Bah, merci beaucoup. Avant de passer à la présentation d'Anna, je voudrais juste vous rappeler, chers auditeurs, même si on reçoit déjà pas mal de questions, que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat en bas de l'écran et on y répondra, ou en tout cas on tentera d'y répondre après la présentation d'Anna. Donc,
sans transition, Anna, on a beaucoup parlé des usages problématiques, des situations et des trajectoires de prescription, etc. Quelles données, qu'est-ce qu'on dispose comme données en France pour quantifier ces usages problématiques et quelles sont les solutions aussi en termes de réduction des risques qui existent en France ou les limites à ces solutions? Bonjour, merci Esther. Alors, en santé publique, lorsqu'on observe un phénomène, on peut se poser 4 questions. Qui est concerné? Quelles sont les conséquences sanitaires et sociales de ce phénomène? Quelles sont les interventions en place pour réduire ces risques sanitaires? Et quel est l'impact de ces interventions? Dans la présentation, j'aborderai 3 de ces questions. Je commencerai par les usages. Qui consomme, où, quels sont les produits qui sont consommés et comment. Dans la deuxième partie, je présenterai les conséquences sanitaires avec un focus sur les passages aux urgences et aussi la mortalité. Et pour terminer, j'évoquerai quelques interventions de réduction des risques qui sont en place en France et en Europe. Je commencerai tout d'abord par les données dont on dispose sur l'usage dans l'année de l'héroïne. C'est des données qui remontent, les plus récentes, c'est des données de 2017 du baromètre santé. Sur ce graphique, on voit l'évolution de l'usage dans l'année des principales drogues illicites hors cannabis. Le cannabis n'est pas représenté parce qu'avec une prévalence de 11%, l'ordre de grandeur est différent par rapport aux autres substances illicites. Et on voit que la prévalence d'usage dans l'année de l'héroïne est faible à 0,2% et qu'en 2017, cette prévalence était stable depuis plus de 10 ans. Lorsqu'on s'intéresse à l'usage problématique défini par l'Observatoire européen comme l'usage par injection ou l'usage de longue durée ou régulier, on a estimé en 2020 en France à 227 000 le nombre de personnes qui ont un usage problématique d'opioïdes. Il s'agit principalement d'hommes de plus de 35 ans. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce chiffre de 227 000 inclut les personnes qui sont sous traitement de substitution opioïde. Ce chiffre nous donne une prévalence de 5,6 pour 1000 habitants de 15 à 64 ans. Et on voit qu'il y a une hétérogénéité de la prévalence au niveau de la France, avec des prévalences plus élevées en Bretagne, en Normandie, dans le Grand Est et en Corse, et que pour les différentes régions, on peut avoir un facteur 4 entre le Grand Est et d'autres régions. Si on fait un focus sur les usagers de XAPA, les données de l'enquête RECAP 2020 nous disent que sur les substances illicites consommées, reportées par les usagers comme posant le plus de problèmes, les opioïdes arrivent juste après le cannabis, avec 13% des usagers qui reportent un opioïde comme substance leur posant plus de problèmes. Et quand on regarde dans le détail, c'est l'héroïne qui est le plus reportée, suivie par les médicaments de substitution aux opioïdes, la buprenorphine et la méthadone. Alors, comment les usagers consomment ces substances? Toujours selon l'enquête RECAP, on voit que l'héroïne, dans la majorité des cas, est signifiée, que l'injection arrive en 3e position. Et pour la méthadone, on a dans la très grande majorité une consommation par voie orale. Et pour la buprenorphine, on voit que presque la moitié des patients disent le consommer par voie orale. Et on a à peu près une part égale de patients qui disent le sniffer ou l'injecter à environ 22%. Ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, quel que soit le mode de consommation, l'usage d'opioïdes peut entraîner des complications aiguës qui peuvent nécessiter la prise en charge au niveau des urgences ou qui peuvent même être fatales. Et lorsqu'on regarde les données des urgences, là, on a les données du réseau Au Secours.
qui, en 2019, montre que un peu plus d'un quart des passages aux urgences liés à l'usage de drogue sont des passages aux urgences liés à l'usage d'opioïdes. Ça baisse un peu. Là, je voudrais signaler, je ne sais pas sur la diapositive, mais il y a le docteur Yves Gallien qui a fait une publication récemment dans le BMJ en open access et qui montre que finalement, il a étudié l'impact de l'usage des opioïdes sur les urgences françaises et sur une période allant de 2008 à 2018, et il montre que en fait, il y a une diminution des passages aux urgences liés à l'usage des opioïdes, mais qu'on observe une augmentation des hospitalisations après ces passages. Alors, est-ce que c'est lié à une différence de la prise en charge des intoxications liées aux opioïdes ou bien à des intoxications plus sévères? Ça, les données ne permettent pas de le dire. Comme je disais, les intoxications peuvent avoir une issue fatale. Et quand on regarde ici les données les plus récentes de l'enquête DRAME, on voit qu'en 2020, les opioïdes sont impliqués dans plus de 82% des surdoses mortelles, on voit une augmentation significative des surdoses mortelles impliquant la méthadone. Ceci peut être dû à plusieurs facteurs. Il y a le contexte épidémique, mais aussi peut-être la progression la progression des indicateurs sur le mésusage et le détournement. On a également l'augmentation de la disponibilité de la méthadone. On a une progression des polyconsommations, notamment l'association avec la cocaïne crack. Il faut dire que suite à la publication de ces résultats, l'ANSM a mis en place au niveau de son site internet un rappel sur les spécificités de cette molécule et également sur les signes de surdose, sur et puis sur la prévention, des messages de prévention, notamment l'utilisation de la naloxone. Là, je n'ai pas cité, j'ai pas de diapositive sur les données DTA, qui est la deuxième enquête qui est coordonnée également par le CIPA de Grenoble. Et dans les données de 2020, cette enquête reporte à peu près 117 décès directement liés à l'usage des antalgiques, avec 4 principales molécules, le tramadol, la morphine, la codéine et l'oxycodone. Il faut dire que les décès liés à l'usage de drogue sont une cause majeure de décès qui sont prématurés et évitables. Donc, il est vraiment important de mettre en place des mesures de réduction des risques de ces décès. Et avant de présenter les quelques interventions de réduction des risques qui existent en France, je voudrais juste prendre une minute sur cette diapositive que j'ai empruntée à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies et qui montre finalement que les interventions de réduction des risques sont variées, qu'elles se situent à différents niveaux et qu'elles se répartissent en 3 groupes. On a un premier groupe d'intervention qui vise à réduire la vulnérabilité. Parmi ces interventions, on a l'accessibilité des soins. Et ça, l'accessibilité des soins dans toutes ses dimensions, que ce soit l'accessibilité géographique, financière, mais aussi l'acceptabilité. On a également une autonomisation des patients pour leur permettre de se prévenir des dangers, des usages. Le deuxième groupe d'intervention porte sur la réduction des risques de surdose. Et là, on a une brique importante qui est le maintien dans le traitement de substitution aux opioïdes, dont on a montré, c'est validé scientifiquement depuis longtemps, que les personnes qui sont sous traitement de substitution, la fréquence des surdoses est moindre. Et pour terminer, il y a le dernier niveau qui est la réduction des lucies fatales des surdoses. Et là, on a deux outils, on va dire, les salles de consommation à moindre risque et aussi les programmes de distribution de naloxone. Je vais commencer par les traitements de substitution aux opioïdes. En 2018, on a estimé en France qu'on avait 180 000 personnes qui étaient bénéficiaires de traitements de substitution aux opioïdes, et ce qui nous donne une
un taux de couverture d'à peu près 87%. Avec ce taux de couverture, la France se trouve dans les groupes des pays européens pour lesquels les données étaient disponibles cette année-là, des pays qui sont considérés comme ayant un taux de couverture élevé, c'est-à-dire au-delà de 50%. Cependant, il y a un point de vigilance, ce que les données qui remontent du terrain, notamment par le dispositif Trend, montrent qu'il y a des difficultés d'accès au traitement de substitution aux opioïdes dans certains territoires, liées notamment au fait que les structures, les XAPA, ont du mal à recruter du personnel. Donc, pour s'adapter, ils vont diminuer l'amplitude horaire des rendez-vous ou même, dans certains cas, arrêter l'accès de la substitution aux opioïdes. Et à ceci s'ajoute une autre difficulté, qui est qu'on a plus de mal de trouver des médecins de ville qui prescrivent les traitements de substitution aux opioïdes et que donc ça complique le passage entre les XAPA, le lien entre XAPA et médecins de ville pour la prescription. En fait, toutes ces difficultés font faire dire à un intervenant social de Lyon que la marche à franchir pour accéder au TSO est de plus en plus haute. Donc, c'est vraiment un point de vigilance, même si on a un taux de couverture qui est considéré comme élevé. La deuxième intervention, c'est les salles de consommation de moindre risque qui, en France, par arrêté ministériel de janvier 2022, sont devenues des haltes soins addiction. Là, je présente. Alors, juste en préambule, je dirais que le mode de présentation n'est pas pour comparer les deux salles de consommation à moindre risque. C'est juste un souci d'optimisation de la diapositive. Et donc, on a la salle de Strasbourg qui, au niveau des caractéristiques des usagers, l'âge moyen des personnes qui fréquentent la salle est d'à peu près 42 ans, avec 12,7% de femmes. Dans son rapport, le ITAC reporte qu'il y a une diminution quand même de la part des femmes qui fréquentent cette structure depuis le début. Chez Gaïa, on a un âge moyen d'à peu près 40 ans et 13% de femmes. Quand on regarde les surdoses prises en charge au niveau de ces structures, c'est reporté de manière différente par les deux structures. Dans la salle de consommation d'Argos, on a 36 surdoses prises en charge entre 2016 et 2021, c'est-à-dire depuis l'ouverture de la salle. Et en 2021, il y en a eu 4, dont 3 qui sont dues à l'héroïne. Et chez Gaïa, le report est différent. Eux, ils reportent les surveillances qui ont été faites chez des usagers qui ont surdosé leur consommation. Donc, il y en avait 240, avec 54 qui ont fait l'objet d'appels des urgences et 12 pour lesquels la naloxone a été administrée. Concernant les consommations, la salle de Strasbourg reporte une augmentation de la part des opioïdes dans les consommations, mais également note l'émergence de l'usage de fentanyl en solution injectable dans les espaces de consommation. Ce phénomène n'est pas observé dans la salle de Paris, qui, elle, reporte à peu près 278 000 injections d'opioïdes supervisées. Alors, les salles de consommation devenues haltes soins addiction, ce n'est pas seulement de la consommation supervisée, ils font d'autres activités, des activités, comme je disais tout à l'heure, un des premiers niveaux dans la réduction des risques, c'est la réduction des vulnérabilités. Donc, ils ont des activités qui permettent de réduire cette vulnérabilité, notamment par l'accompagnement vers des soins, vers l'acquisition de droits, mais aussi l'autonomisation des patients par le biais d'organisation d'ateliers, avec des ateliers notamment de prévention de surdose où des informations sont données sur la naloxone. Et comme disait Nicolas en début de présentation, c'est la naloxone qui est le médicament de référence pour le traitement d'urgence des surdoses. Et en fait, on a peu d'informations sur la connaissance que les personnes ont de la naloxone et aussi sur les distributions. Les données qu'on a sont des données d'enquête ENACARU de 2019 qui nous disent qu'en fait, il y a 40% des usagers de Carude qui étaient usagers récents d'opioïdes, qui ont une connaissance de la naloxone, et il y a moins de 20% qui avaient eu
un kit de naloxone. Donc on peut dire donc qu'il y a peut-être encore un travail à faire en termes d'information et de sensibilisation, et aussi pour comprendre quels sont les freins et les leviers. On a quelques données de commandes sur la naloxone. Bon, c'est des données frustrantes parce qu'elles elles ne disent rien sur la distribution ni sur l'utilisation. J'ai mis une frise en haut qui montre en fait la disponibilité des différentes spécialités de naloxone au cours du temps, et qui permet aussi de comprendre un peu les graphiques qui sont en bas, notamment pourquoi en 2021, on a plus de prénoxate que de nixoïdes. Et je disais que c'était des données frustrantes, mais néanmoins, elles nous donnent quelques informations sur les spécialités qui sont commandées et aussi sur les structures qui les commandent. Là, on voit, comme on peut s'y attendre, que c'est notamment des CARUD et des SAPA, d'autant plus qu'une part des commandes faites par les hôpitaux sont destinées aux CARUD, aux SAPA, et on voit qu'il y a les commandes faites par les pharmacies progressent aussi au cours du temps. Là, je voulais terminer juste par un panorama des interventions de réduction des risques en Europe. C'est deux données toutes fraîches qui nous viennent de l'Europe, qui ne sont pas encore publiées, et qui montrent, c'est une mise à jour, qui montre en fait que les traitements de substitution aux opioïdes sont disponibles dans les 27 pays de l'Europe, que les programmes de distribution de naloxone, ça commence aussi à s'implanter, mais qu'on a seulement un tiers des pays dans lesquels on a des salles de consommation à moindre risque. Et là, on peut voir 3 pays qui ont des programmes de traitement par l'héroïne. Voilà. Pour terminer, juste dire qu'on a une faible prévalence de l'usage problématique des opioïdes. Cependant, les conséquences sanitaires sont importantes, ce qui nécessite de maintenir et de renforcer les interventions de réduction des risques. On a une couverture élevée de TSO en France, mais des difficultés d'accès sont signalées sur certains territoires. Il y aurait besoin de réfléchir sur des indicateurs qui permettraient d'avoir plus de données sur la distribution ou l'utilisation des naloxones, ou bien d'avoir des proxys. Et pour les haltes soins addiction, l'arrêté qui a été publié en 2022 devrait permettre l'implantation plus large dans des zones, comme l'expérimentation a été prolongée, on peut avoir des implantations plus larges dans des zones où il y a un besoin identifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anna pour cette présentation à la fois sur ce qui existe en France pour quantifier, analyser et réduire surtout les risques, et aussi d'avoir souligné les limites et d'avoir rappelé l'importance, notamment pour les TSO, d'avoir une accessibilité qui soit pareil pour tous les territoires. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, on en reçoit depuis tout à l'heure. Je vais juste représenter Richard Cloutier, qui est, je le rappelle, membre de l'association des intervenants en dépendance au Québec et anciennement coordonnateur des programmes de réduction des méfaits liés aux drogues au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. La situation sanitaire particulière au Canada et l'expérience unique de Richard Cloutier nous permet, pour clôturer cette matinale, de mettre en perspective de manière très intéressante le cas français avec ce qui se passe au Québec, et peut-être de se nourrir du coup des acquis et des défis que les pays nord-américains rencontrent. Avant de passer à la présentation de Richard Cloutier, on a reçu plusieurs questions. Je me permets juste de les ouvrir. Plutôt pour Nicolas, on nous demande quelle est la part de l'hospitalisation ambulatoire dans la prescription et le mésusage des opioïdes antalgiques. Alors, c'est difficile de répondre comme ça en une phrase. L'ambulatoire, il n'est pas démontré pour l'instant que l'ambulatoire à l'hôpital, donc je pense que c'est en lien avec les opérations, c'est les patients qui rentrent le matin, qui sortent le soir, n'est pour l'instant pas démontré comme étant un facteur de risque de développer un trouble de l'usage ou une dépendance aux opioïdes. Ça pourrait même être peut-être l'inverse, mais il y a des études en cours qui sont en train d'être réalisées là-dessus, sur l'évolution de la rétention en traitement opioïde post-opératoire.
je ne peux pas vous en donner les résultats. Les études sont en cours et elles ne sont pas publiées. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être vigilant sur la durée, et c'est ce que disent les recommandations, c'est-à-dire que en situation post-opératoire, il faut qu'il y ait une réévaluation rapide, que ce soit de l'ambulatoire ou pas, une réévaluation rapide de la pertinence de maintenir un traitement antalgique-opioïde. Et donc, on propose de ne pas dépasser 14 jours et donc de réévaluer le traitement de 14 jours et de prescrire des quantités inférieures à 14 jours pour éviter justement que rapidement, au bout d'un mois, on tombe dans des renouvellements un peu automatiques et que le patient finalement conserve son traitement pour autre chose qu'une douleur qui pourrait avoir disparu. Comme par exemple de l'anxiété chronique que l'on n'aurait pas diagnostiquée, ce qui est parmi les causes les plus fréquentes de mauvais usage d'antalgiques opioïdes. Merci. On a plusieurs questions sur la naloxone, donc c'est vraiment ça intéresse notamment sur est-ce que la naloxone en Caru-Dexapa a été évaluée? Est-ce qu'on sait si c'est vraiment prescrit, beaucoup prescrit ou pas? Anna, vous avez déjà répondu sur les limites des données disponibles. Donc ça, c'est une première question sur la naloxone. On en a une deuxième, mais vous avez déjà répondu, Anna. Est-ce qu'on a des données sur le nombre de décès par surdose évités en France grâce à la naloxone? Non. On les a pas. Malheureusement, on les a pas. Ouais. C'est très compliqué comme modèle l'analoxone parce que Exactement. on prescrit un médicament avec l'espoir qu'il ne servira à rien. Hein, c'est parce que tant qu'à faire, on espère qu'il n'y aura pas d'overdose, on espère qu'il n'y aura pas de surdose. Et une fois qu'il est utilisé, il est utilisé généralement parfois par une autre personne à qui on a prescrit. Donc c'est très compliqué de tracer la réalité de l'usage de cette molécule. Vous savez, pour l'instant, on n'a pas de données. Non, on n'a pas de données. On manque beaucoup de données là-dessus. Ouais, c'est une Et réflexion. probablement que l'analoxone n'est pas assez prescrite, quoi qu'il en soit en France. Mm. Les formes intranasales et intramusculaires ne sont pas assez prescrites, aussi bien dans le domaine de la dépendance à l'héroïne que de la mise en place d'un traitement de substitution aux opioïdes et que chez certains patients concernés par les traitements antalgiques opioïdes. Mm. On peut faire mieux encore. Merci. Il y a aussi sur l'information et la sensibilisation. Les données qu'on a, c'est que des données sur des personnes fréquentant les carudes, mais qui montrent que quand même il y a encore un gap. Merci. Laura, on nous demande une précision sur l'étude EMOA. Est-ce que les pharmaciens sont impliqués dans l'étude, dans les réseaux de médecins, en tout cas dans l'étude que tu as menée à l'OFDT? Alors, oui, tous les médecins, c'est une question qui a été posée. Et les médecins enquêtés, peut-être, je risque de dire tous, ils sont d'accord pour dire que les pharmaciens sont des partenaires dans la prise en charge. Après, il faut aussi savoir que les partenariats, on va dire, entre médecins et pharmaciens, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Il y a aussi des manières de travailler, on s'est choisi aussi entre médecins et pharmaciens. Il y a quelque chose qui ressort aussi dans l'étude, c'est que c'est une sorte de hiérarchie professionnelle aussi entre médecins et pharmaciens. Quand ils reviennent sur quoi on les attend, c'est souvent allergie et interaction médicamenteuse et mésusage. Mais lorsqu'on approfondit la question du mésusage, c'est souvent de les alerter et s'il y a des ordonnances donc falsifiées. Et c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être explorer plus, la question du partenariat entre pharmaciens et médecins généralistes, parce que les pharmaciens, c'est des experts du médicament. Ils connaissent aussi bien les patients, c'est-à-dire, je ne sais pas si aussi bien que les médecins généralistes, mais en tout cas, ils connaissent l'historique des prescriptions et ils sont en capacité de regarder si un traitement n'est pas adapté, entre guillemets. Voilà. Ok. On a deux dernières questions. Peut-être une première pour Nicolas et vous, Laura. Quelles sont les bonnes pratiques pour prévenir un usage excessif de tramadol? C'est plutôt Autier, parce que moi, je ne travaille pas sur les bonnes pratiques. Mais pour le tramadol, comme pour les autres, ce sont tous des très bons médicaments si on les prescrit pour la bonne indication. Donc, c'est respecter les indications et ensuite surveiller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
faire des ordonnances à renouvellement automatique. Et d'ailleurs, en France, on a limité le renouvellement du tramadol automatique à 3 mois, alors qu'avant, c'était jusqu'à 12 mois potentiel, justement pour pousser à la réévaluation. Donc, si on ne veut pas, que ce soit pour le tramadol ou pour d'autres, qu'il y ait des problèmes, il faut réévaluer, voir souvent les patients et s'assurer que le rapport bénéfice-risque est toujours bon. Le tramadol, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas que opioïde. Il a aussi des effets sur le système de la sérotonine et de la noradrénaline. Et donc, il a plus d'effets indésirables que les autres. Et paradoxalement, c'est le médicament le plus prescrit en France. Donc, c'est assez étonnant. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ne pas le positionner forcément toujours en première intention, sachant que ce n'est pas le médicament le mieux toléré, c'est celui qui a le plus d'effets indésirables et qui a ensuite, qui ressort d'ailleurs très bien dans l'enquête DTA sur le décès toxique antalgique où il est en première ligne. Bon, c'est le plus prescrit, c'est normal, mais ça veut dire que c'est pas un opioïde, en tout cas faible par les risques. Merci. Dernière question, Anna, est-ce qu'on dispose de données, par exemple, pour évaluer les coûts-bénéfices des TSO dans notre système de santé? Alors, non, ces données médico-économiques, moi, pas à ma connaissance. Ok. En tout cas. Nicolas non plus. Non, vous j'ai avez- pas de données là-dessus. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à tous pour ces échanges. Donc, pour conclure cette matinale, je vais laisser la parole à Richard Cloutier, que je remercie encore une fois, qui va nous présenter un état de la situation au Québec, notamment sur la prévention. Bonjour, et il me fait plaisir d'être avec vous au matinal ce matin pour vous parler de la prévention des surdoses de drogue au Québec, les acquis et les défis. J'aurais bien aimé être en direct avec vous, mais avec le décalage horaire, ça faisait pas mal tôt sur Montréal ce matin. J'ai été au fil des 30 dernières années impliqué dans l'implantation des programmes de réduction des risques, ou comme on dit au Québec, les programmes de réduction des méfaits, mais aussi un étroit observateur des politiques publiques sur les drogues. Diapositive 2. Donc, je vais vous parler de l'état de situation épidémiologique des décès par surdose au Canada, mais aussi les spécificités du Québec. Vous parlez d'hypothèses qui expliquent pourquoi on a un taux de décès par surdose qui est parmi les plus bas en Amérique du Nord. Vous parlez en troisième lieu des mesures qui ont été mises en place au Québec pour prévenir les surdoses. Et enfin, vous parlez quand même des défis qui sont rencontrés. Diapo 3. Ici, on voit une carte du Canada avec le nombre et le taux par 100 000 personnes de décès totaux apparemment liés à une intoxication aux opioïdes par province en 2021. Et on voit le Québec en droite avec des barres obliques assurées. Il y a eu en 2021 450 décès au Québec. C'est beaucoup plus élevé dans une province comme à gauche de la carte, la Colombie-Britannique, avec 2291 décès, ou dans l'ensemble du Canada, près de 8000 décès par surdose. Donc, c'est une crise qui touche le Canada comme dans le reste de l'Amérique du Nord. On peut regarder aussi les taux par décès où on voit qu'ils donnent une meilleure idée. Par 100 000 habitants, c'est 5 au Québec. Au Canada, c'est 20, mais en Colombie-Britannique, 44. Diapo 4. Et ici, on voit un portrait de la situation au Québec et on voit que c'est surtout des hommes qui sont touchés par les décès par surdose, mais c'est dans le groupe d'âge des 30 à 60 ans, donc c'est pas un groupe très spécifique qui est davantage touché. Diapo 5. Dans les hypothèses qui expliquent ce taux de décès parmi les plus bas en Amérique du Nord, puis je sais pas dire que c'est pas un problème au Québec, 450 personnes, ce n'est pas rien. Mais c'est d'une part la formation québécoise des médecins sur la prescription des opioïdes pour traiter la douleur chronique. On se distingue par rapport aux autres provinces et aux États-Unis. On voit que il y a peut-être un effet culturel où les universités francophones n'ont pas misé autant sur la prescription d'opioïdes dans le traitement de la douleur chronique que le reste des autres provinces anglophones ou des États-Unis. Un des éléments qui est un facteur, c'est qu'on n'a pas au Québec de clinique privée de traitement de la douleur chronique. Ces cliniques-là ont été beaucoup soutenues financièrement par des compagnies pharmaceutiques qui faisaient la promotion de la prescription d'opioïdes. Donc, on a des taux de doses thérapeutiques quotidiennes d'opioïdes par 100 000 habitants 2 fois moins élevés au Québec que dans les autres provinces canadiennes. Diapositive 6.
D'autres facteurs, c'est qu'on voit qu'il y a moins d'usage de fentanyl au Québec qu'au Canada. 81% des décès par surdose au Canada impliquaient du fentanyl en 2020 contre 15% au Québec. Mais la situation évolue rapidement et de juillet 21 à juin 2022, le fentanyl et les analogues ont été détectés dans 23% des décès. Donc, c'est à surveiller. Un facteur peut-être qui a protégé, c'est qu'il y a vraiment eu une consommation de cocaïne qui était davantage présente dans les 20 dernières années que l'usage d'opioïdes. Mais aussi, les programmes de réduction des méfaits qui ont été implantés depuis 30 ans ont certainement contribué à limiter la crise. Diapo 9. Le gouvernement du Québec, en 2018, a publié sa première stratégie nationale de prévention des surdoses de substances psychoactives et ça a été mis à jour et publié en juillet dernier par le gouvernement du Québec avec des mesures qui touchaient de l'information, de la sensibilisation, de la prévention des surdoses et les programmes de réduction des méfaits, mais aussi à adopter des politiques publiques et des réglementations en meilleure cohérence entre la sécurité publique et la santé, mais aussi un programme de vigie et de surveillance pour avoir une bonne idée de l'état de situation et de l'évaluation, de la recherche, des programmes de formation, mais aussi, évidemment, les traitements de la dépendance et le traitement de la douleur. Diapo 8. Le gouvernement du Québec a publié, entre autres, en 2021, des orientations pour un continuum de soins et de services en douleur chronique où on prône le plus possible de trouver des alternatives à l'usage d'opioïdes, par exemple l'acupuncture ou même l'hypnose pour le traitement de la douleur. Ce sont quelques exemples. Diapo 9. Il y a eu un programme universel d'accès gratuit en pharmacie, ou je pense qu'on dit en France des officines, qui donne accès à l'analoxone. Il n'y a aucune ordonnance qui est requise. Tous les citoyens de 14 ans et plus sont admissibles. Même vous, si vous veniez en touriste au Québec et que vous alliez dans une pharmacie, vous pourriez obtenir de l'analoxone gratuitement. Les pharmacies des centres hospitaliers fournissent des trousses de naloxone pour en remettre à des personnes plus vulnérables qui ont de la difficulté à se rendre dans des pharmacies, dans les officines. Donc, il y a de la distribution qui est faite aux organismes communautaires, mais aussi les services de santé de première ligne et les centres hospitaliers peuvent remettre des trousses de naloxone. Par exemple, quelqu'un qui est admis pour une surdose à l'urgence, on va lui offrir une trousse de naloxone à sa sortie. Il y a aussi des remises de trousses aux corps de police, les palais de justice et les établissements de détention. Pour les établissements de détention, c'est vraiment pour l'administration. Puis, on a adopté sur la gauche un logo, un visuel qui peut être affiché dans les pharmacies et utilisé par les travailleurs de rue, comme quoi ils peuvent offrir de l'analoxone. Diapo 10. Vous voyez ici, sur un site Internet du gouvernement du Québec, il y a possibilité de trouver une ressource qui offre de l'analoxone en indiquant son code postal ou la région dans laquelle on vit. Diapo 11. Ici, on voit que la formation sur la naloxone a été une priorité. Vous voyez sur la gauche, d'une part, une affichette qui contient les informations sur comment administrer la naloxone et c'est inséré dans toutes les trousses de naloxone au Québec. Il y a eu aussi pour la formation des vidéos qui ont été produites par l'Institut national de santé publique du Québec pour l'administration, que ce soit au niveau nasal ou par injection. Diapo 12. Du côté des organismes communautaires, on a favorisé une action par et pour via l'Association québécoise de promotion de la santé des usagers de drogue qui ont misé sur la formation des personnes qui consomment des drogues, mais aussi un programme Profane qui est vraiment qui est piloté par l'Association des intervenants en dépendance du Québec, où on forme des pères aidants, mais aussi des intervenants communautaires. Des présentations ont été faites de ce programme-là en France qui semblait être inspirant. Diapo 13. Il y a eu beaucoup de travail aussi de fait pour avoir une meilleure cohérence santé et sécurité publique, de sorte que les interventions policières ne viennent pas contrecarrer les interventions de réduction des méfaits,
l'AIDQ a produit une vidéo. J'avoue que j'ai été assez surpris. Je pensais pas voir un jour une vidéo comme ça où des personnes qui consomment des drogues expliquent à des policiers comment ils vivent la situation de l'intervention de la police, mais à l'inverse aussi comment les policiers vivent la situation face à des personnes qui consomment des drogues. Diapo 14. Les services de consommation supervisée, c'est le terme qu'on utilise au Québec et non pas des salles de shoot ou des lieux d'injection. Pour nous, les services de consommation supervisée, c'est un service de plus offert dans un panier de services en place, que ce soit du dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang, le traitement des plaies, donc la remise de matériel d'injection. Et donc, les personnes viennent dans ces programmes de réduction des méfaits et peuvent consommer sur place et être supervisés. Et on a vu dans la littérature, il reste que ça fait quand même plus de 30 ans là, que ces services-là existent dans le monde. Il y a 90 en pays où il y a quand même 90 organismes qui offrent des services de consommation dans le monde. Et on a vu qu'ils permettent de rejoindre les personnes utilisatrices de drogue les plus vulnérables. Ça réduit le partage de matériel d'injection, ça favorise des techniques de consommation plus sécuritaires, ça diminue les surdoses et leurs conséquences. On a moins recours aux services ambulanciers et aux urgences. Et on va favoriser l'inscription des personnes dans des programmes de traitement. Ça favorise l'ordre public aussi. Il y a moins de gens qui s'injectent dans des lieux publics. Ça augmente pas la consommation de drogue et ça n'entraîne pas d'augmentation de la criminalité. Diapo 15, on voit ici sur la gauche le service de consommation supervisé qui est offert à Cactus Montréal. Et Montréal, avec l'organisme L'Anonyme, a une unité mobile dans laquelle les personnes peuvent s'injecter des substances psychoactives et ils vont aller dans différents secteurs de la ville de Montréal. Diapo 16. Ce qui est nouveau aussi depuis à peu près une année, c'est l'implantation de services d'analyse de substances. On voit sur la gauche une unité mobile ici de l'organisme GRIP qui va aller faire de l'analyse de substances dans les festivals. Et on voit sur la droite aussi, ça s'appelle le Checkpoint à Montréal, où là, il peut y avoir aussi de l'analyse de substances pour les personnes qui consomment. Et là, on va utiliser dans ces deux cas non seulement des bandelettes de détection du fentanyl, mais aussi des technologies plus importantes pour faire des tests et permettre aux personnes de faire des choix plus éclairés. Diapo 17. Ces programmes-là, ils vont quand même bien, ils sont complétés dans l'implantation de plus en plus, mais il y a des défis. Et un des défis, c'est l'approvisionnement plus sécuritaire pour contrer le marché noir. Donc, ce type de programme vise à remplacer les substances qui sont achetées sur le marché illégal par des substances pharmaceutiques dont le contenu est connu et stable. Donc, on veut faire compétition au marché noir. C'est appliqué dans une optique de santé publique, pas nécessairement de traitement de la dépendance. Ça permet de rattacher aussi les personnes qui souhaitent continuer de consommer ou qui peuvent pas arrêter parce qu'ils sont dépendants. Donc, on peut les relier à une équipe de soins et développer des objectifs thérapeutiques adaptés à leur situation. Ces programmes d'approvisionnement sécuritaire peuvent s'appliquer aux opioïdes, aux amphétamines, aux benzodiazépines et même à l'alcool. Diapo 18, on voit ici un distributeur automatique d'opioïdes qui a été implanté à Vancouver, qui était une première au Canada. Donc, la personne voit un médecin et la personne a accès à ses doses comme si, au lieu d'aller voir son pusher, elle va aller là. Puis c'est une approche là qui est privilégiée au Canada pour rendre accessible des opioïdes pour prévenir les surdoses. Le défi aussi est rencontré au niveau de la décriminalisation de la possession simple de drogue. On sait que la criminalisation de la possession de drogue, ça engendre de l'ostracisme, de la stigmatisation qui va limiter l'accès à des services sociaux et de santé.
le directeur national de santé publique du Québec, 16 directeurs régionaux de santé publique, mais aussi des organismes communautaires québécois et canadiens ont pris position en faveur de la décriminalisation de la possession simple de drogue. Il n'y a pas d'intention pour le moment des gouvernements du Canada et du Québec de procéder ni de soutien à la décriminalisation. Santé Canada, par contre, a donné une exemption à la loi sur les drogues à la province de la Colombie-Britannique. Ainsi, il y aura un projet pilote de 3 ans à partir du mois de janvier 2023 où il n'y aura pas de poursuite judiciaire en Colombie-Britannique pour possession de petites quantités de drogue. Ça va être intéressant à suivre. En conclusion, le Québec a été un précurseur en Amérique du Nord depuis 30 ans. Il a mis en place des programmes de réduction des méfaits qui ont porté leurs fruits. Par contre, il y a une situation de décès par surdose qui est quand même en progression constante. Il y a un phénomène de polyconsommation d'opioïdes, stimulants et de benzodiazépines et souvent en même temps. On aurait besoin d'un meilleur portrait de l'administration de l'analoxone en tant que vigie. Puis, on a des décideurs qui, je trouve, qui sont dépendants de la prohibition, qui ont pas... pourtant, il y a un appui de la population québécoise d'aller de l'avant en décriminalisation. Puis, je terminerai qu'on a davantage de surdoses de préjugés envers les personnes qui consomment que de surdoses de substances psychoactives. Là-dessus, je vous remercie de votre attention, puis au plaisir. Merci beaucoup Richard Cloutier, merci Nicolas Authier, Anna Ndiaye, Laura Duprat. Merci à tous et à toutes pour votre participation et la qualité des échanges. Pour clôturer cette matinale, je vous rappelle juste que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et que l'ensemble des présentations des intervenants et intervenantes sera aussi en accès libre sur notre site internet www.ofdt.fr. Merci beaucoup.